travaille lui aussi dans cet institut. Son domaine de recherche est plus surprenant. Il étudie l'impact du vent sur le sable et sur les zones de production agricoles. 2 fois par semaine, il parcourt le désert en voiture ou à pied. Dans ce champ d'oliviers, il a installé une zone expérimentale. Pas besoin d'outils performants pour observer le mal dont souffrent ces arbres. Au printemps, le vent est tellement fort qu'il apporte des quantités impressionnantes de sable. En quelques semaines, les dunes encerclent les champs. Dans les années de forte sécheresse, ces oliviers ne sont guère productifs. C'est approprié pour les oliviers ici? En fait, non, c'est pas très approprié parce que c'est pas très bon. Le sol n'est pas bon? Il n'est pas bon parce qu'il faut avoir un sol très homogène en profondeur en particulier. C'est-à-dire que le sable vient d'où, là, cette dune, elle vient d'où? En fait, elle vient normalement des parcelles avoisinantes, donc elle vient, on va dire, de quelques kilomètres. C'est-à-dire que très vite, les oliviers peuvent être ensablés ou... On peut avoir le deux phénomènes, soit ensablés, soit complètement déchaussés. Donc on va avoir complètement les racines. Par exemple, vous avez ici un petit cas, on peut voir quelques racines. Ça, c'est mauvais pour l'olivier, ça? Oui, bien sûr. Donc si les racines vont apparaître, donc c'est pas... L'olivier ne peut pas trop tenir, quoi. En fait, c'est des particules très fines, donc inférieures à 0,1 mm, on va dire aux alentours de 0,08 mm. Donc c'est très vulnérable à l'érosion liane. Donc cette dune-là, elle est maintenant là. Une semaine après, elle peut se déplacer à côté, à gauche, à droite, ça dépend de la direction de vent. Donc ça se déplace très vite. Des particules qui emportent avec elles ces nutriments qui manqueront aux oliviers. Ramassés dans tout le sud du pays, les échantillons de sable seront analysés à l'Institut des régions arides. Ici, plus de 400 chercheurs et techniciens étudient la désertification sous toutes ses coutures. Dans son laboratoire, Mohamed Labiad dispose d'une soufflerie pour mieux comprendre l'impact du vent sur le sable. Celui que le technicien étale avec tant de précaution vient de Médonine. Ces grains font 0,08 mm de diamètre. En temps normal, ce type de machine est utilisé pour tester l'aérodynamique des avions ou des voitures. Images impressionnantes quand on sait que le sable s'envole avec un vent qui souffle ici à seulement 45 km/h. Les différents tests menés en laboratoire ou sur le terrain montrent que le désert tunisien est présent loin, très loin d'ici. Ces particules se retrouvent en France et ailleurs en Europe. Quelle est la quantité de sable qui s'envole? En fait, nos études ont révélé une quantité aux alentours de 1,5 million de tonnes par an. Et le vent apporte ce sable où? Vers l'Europe. Ces particules peuvent se déplacer sur des longues distances, peuvent atteindre même 300 km, même plus. Parce que c'est des particules très fines. Donc ils se trouvent dans l'atmosphère, donc ils peuvent se déplacer. C'est très volatile. Voilà, tout à fait. Ces particules ont été retrouvées à plus d'1 millier de kilomètres d'ici. Le fléau est tel que de nombreux experts français et européens collaborent avec l'unité de Mohamed Labiad. Mais pour le moment, personne n'a encore trouvé la solution miracle pour fixer le sable dans le Sahara. Des particules qui ont des effets différents d'un lieu à l'autre. Sur la côte tunisienne, le sable ne s'envole pas. La houle et les vagues l'emportent. Nous sommes à moins de 50 km à vol d'oiseau de Médonine. Djerba, l'un des hauts lieux de l'Odyssée d'Ulysse. Homère, comme d'autres poètes, ont encensé cette île. Djerba la douce, l'enchanteresse. Mais que reste-t-il désormais de ces paysages qui avaient fasciné Ulysse? La mer a grignoté la plupart des plages. Sur près de 10 km, nous survolons l'une des zones touristiques. Pour bien des habitants, Djerba a été vendu aux promoteurs d'un tourisme de masse. Des promoteurs qui ont construit leurs hôtels les pieds dans l'eau. Nasser Bouabid préside une association locale qui se bat contre ces méga-complexes qui, à ses yeux, ne font que défigurer l'île de Djerba.
ceux ou celles qui sont désireuses de connaître l'état des lieux qui caractérisait la côte nord-est de l'île, ils n'ont qu'à venir ici, dans cette partie ou dans cette zone qu'on appelle communément la zone Ras El Mal, pour vraiment connaître de visu comment était Djerba il y a 40 ans ou même plus. C'est-à-dire que Djerba ressemblait à ce petit paradis. Tout à fait, tout à fait. Et sans exagérer, je vous assure que toute la côte nord-est, actuellement couverte par ces unités hôtelières, ces méga-unités, elle avait la même allure et le même aspect que celui que vous voyez actuellement. Regardez ces dunes bordières à la beauté indiscutable. Toutes ces dunes qui couvraient la côte nord-est de l'île ont été arasées ignoramment pour permettre la construction de ces hôtels. Donc nous ne sommes pas contre l'exploitation des potentialités touristiques de l'île, mais nous sommes contre cette exploitation irrationnelle qui a malheureusement défiguré, qui a beaucoup plus nui à l'île que servi. Je dois rappeler à ceux qui l'ignorent que l'île de Djerba avec les îles de Kerkennah sont les deux îles les plus menacées en Tunisie du fait du réchauffement climatique. Avec l'élévation du niveau de l'eau, et donc il y a une érosion marine très accentuée, une salinisation de la nappe phréatique, il y a une submersion de la nappe littorale. Et évidemment, il y a chute de la production agricole, il y a donc abandon de la campagne et toutes les conséquences qui s'en suivent. Pour lui, l'île de Djerba, en s'abandonnant aux sirènes du tourisme bas de gamme, a vendu son âme au diable. Aujourd'hui, la nature, dit-il, reprend ses droits. L'île est l'une des plus basses du bassin méditerranéen, l'une des plus sensibles à la montée des eaux. C'est dans la zone d'Aguirre, où sont installés la plupart des complexes hôteliers, que les menaces climatiques sont les plus fortes. Deux scénarios sont déjà envisagés. Une montée des eaux de 25 cm avant 2030 et de 50 cm en 2050. Anis Lawel se définit comme l'homme le plus chanceux de Tunisie. Et pour cause. Entrepreneur, son métier est de réduire l'impact de l'érosion et de la montée des eaux. Infrastructure routière ou touristique. Ici, sur l'île de Djerba, il suffit de suivre ses pas pour comprendre que les chantiers sont multiples et variés. Ça, c'est l'appauvrissement en sable qui cause donc l'apparition de ces rochers. Et par la suite, non seulement on n'a plus de plage à cause de l'érosion, mais aussi on ne peut pas se baigner dans ces zones-là, parce que ça devient dangereux pour les baigneurs. Plus loin, c'est une route littorale qui a disparu sous la pression des vagues et des déferlantes. Voici, là, c'est le prolongement de la route qui était construite donc, il y a une trentaine d'années. Et on remarque bien que pratiquement il n'y a plus de plage et que l'érosion marine a provoqué aussi l'apparition de rochers. Donc les plages, on ne peut plus se baigner, hein. On ne peut plus pratiquement se baigner. Et son inventaire n'est pas terminé. Rien qu'à Djerba, c'est près de 10 km de côtes qui sont gravement affectés par l'érosion et l'irresponsabilité de certains professionnels du tourisme. Là, les gens construisent en dépit du bon sens aussi. Hein. Là, les gens construisent carrément en pied dans l'eau et voilà le résultat. Donc, il n'y a pas un respect d'une distance minimale qui est normalement de 50 mètres par rapport au trait de côte. En Tunisie, à votre avis, il y a combien de kilomètres de littoral à protéger? En urgence, on peut parler de 300 à 400 km à protéger en urgence. C'est énorme, c'est colossal comme chantier. Oui, c'est énorme, oui. Mais de toute façon, il faut toujours penser à faire des solutions de longue durée, à penser au long terme. Surtout avec les changements climatiques, la Surtout montée avec des les eaux. changements climatiques. Parce que ça ne sert à rien d'investir pour des solutions de court terme. Il est vrai que jusque-là, personne ne se préoccupait des conséquences de la montée des eaux. Mais ces dernières années, la situation est devenue critique. Pour conserver leurs touristes et leur chiffre d'affaires, les hôteliers font donc appel au service d'Anis Lawel. Cette plage n'existait pas avant, donc nous avons chargé pratiquement 10 000 mètres cubes de sable et grâce aux digues en enrochement, on a pu gagner 50 mètres de plage.
sent que c'est un travail de titan là aussi. Hein. Oui, c'est un travail de titan parce que là, on essaie de donner aux hôteliers un produit esthétique. Au-delà du rôle de protection contre l'érosion, ces digues sont construites de façon à ce qu'ils servent aussi à être des bancs de pêche, à servir de passerelle, à donner un nouveau produit touristique pour l'île de Djerba. Près d'1 million d'euros pour construire ces 2 digues. Mais il faut encore entretenir les plages artificielles. Pour le sable, pas de problème. L'entrepreneur n'a qu'à se servir à côté. Le port de pêche a été tellement mal conçu qu'il s'est ensablé. La preuve grâce à ces images prises par satellite. Celle-ci date de 2003. Celle-là, de 2010. On le voit, le sable a pris le dessus. Avec la construction de ce port aujourd'hui abandonné, l'érosion s'est accélérée sur une partie des côtes de Djerba. Mais ce n'est pas le seul ouvrage en cause. Anis Lawel dénonce aussi ces digues sauvages et artisanales. En réalité, toutes ces digues, même celles réalisées par Anis Lawel, ne constituent que des solutions individuelles contre l'érosion. Si elles protègent une plage, elles ont des conséquences sur celles des voisins. En Tunisie, il existe une agence de protection et d'aménagement du littoral. Créée en 1996, l'APAL n'a malheureusement qu'un rôle consultatif. Elle ne peut que rarement intervenir pour interdire ce type de construction. Le promoteur hôtelier qui construit des digues à Djerba, il a le droit ou pas? Il n'a pas le droit. Et pourquoi il l'a fait? Pour lui, c'était pour essayer d'avoir une plage. Avec le problème d'érosion qu'on constate au niveau de la zone, il a essayé de trouver une solution pour lui sans réfléchir à l'ensemble des hôteliers. Est-ce que ça va être dramatique pour les autres? Pour les gens qui viennent après. Oui, mais est-ce que la PAL avait les moyens d'interdire? Bien sûr. C'est toute construction illégale pour laquelle les autorisations n'ont pas été données. On est là pour arrêter les travaux. Mais sous Ben Ali, on sait pertinemment que ça ne se pratiquait pas comme ça. Il y avait des passe-droits. La PAL n'avait pas son mot à dire. Non, la PAL était là pour donner son avis technique. Est-ce qu'il est suivi ou il est appliqué ou autre, c'est autre chose. Embarrassés, les responsables de l'agence du littoral renvoient la balle au gouvernement. Ce jour-là, nous accompagnons le ministre du Tourisme. Depuis sa nomination, Mehdi Ouass parcourt le pays. Il n'a pas de baguette magique. La protection du littoral, c'est une affaire de politique, c'est une affaire d'État. Après, la protection du littoral nécessite des budgets. Et il faut avoir le courage de les allouer, si on les a, ou aller... Mais il va y avoir des budgets qui vont être débloqués? J'espère. Moi, je ferai tout pour convaincre qu'il y en ait. Côté tourisme, moi, je vais peser de tout mon poids pour expliquer que c'est l'intérêt du tourisme. Le tourisme bas de gamme que l'on fait, si on le fait migrer vers un tourisme plus haut de gamme, plus responsable, plus écologique, la manne qui viendra du tourisme sera beaucoup plus importante. Elle pourra financer des projets dont on pense qu'ils ne sont pas à notre portée aujourd'hui. Nous sommes à Hammamet, comme